Les élections municipales arrivent à grands pas. Même si Lac-de-Lage a déjà élu son maire sortant, M. Rochette, c'est le 7 novembre prochain que vous allez pouvoir désigner votre maire ou mairesse de Sainte-Brigitte-de-Laval, Stoneham-Tewksbury et Lac-Beauport. La grande question reste à qui et pourquoi donner les rênes d'une ville qui a énormément d'enjeux, dont la croissance démographique, les préoccupations environnementales et l'exploitation du territoire. Nous avons demandé à nos citoyens et citoyennes quelles étaient leurs questions et 2 organismes du territoire nous ont répondu. Agiro et Action Transition. Agiro est un organisme qui agit pour la protection des eaux et du territoire, tandis que Action Transition est un regroupement de citoyens qui encourage des initiatives écologiques et qui les met d'avant sur le territoire de la MRC. Aujourd'hui, c'est 6 candidats qui seront avec vous pour vous éclairer pour votre prise de décision le 7 novembre prochain. Pour le segment Sainte-Brigitte-de-Laval, nous avons invité les 3 candidats, M. Thomasin, M. Dufresne et M. Bonaventure. Ces 2 candidats, M. Thomasin et M. Dufresne, que nous accueillons aujourd'hui pour vous aider à prendre votre décision pour le 7 novembre prochain. Monsieur Thomasin, vous êtes éducateur de formation pendant 35 ans au CIUS, plus connu sur la DPJ. En fait, l'acronyme DPJ, vous avez été impliqué pendant 15 ans à la présidence du syndicat. Aussi, au niveau de Sainte-Brigitte-de-Laval, vous avez été dans l'organisation culturelle. Vous avez été membre et président du CA de la Maison des Jeunes aussi, membre de la résidence Le Merlebeux. Et ça fait 4 ans que vous êtes maire de Sainte-Brigitte-de-Laval. Aujourd'hui, vous avez des projets qui sont en cours. Vous désirez les poursuivre, dont le parc technologique de Sainte-Brigitte-de-Laval, l'implantation d'une 3e école primaire. Vous avez aussi l'éco-centre de Lac-Beauport qui est aussi à Sainte-Brigitte-de-Laval, puis la revitalisation du noyau villageois avec le terrain de baseball. Monsieur Thomasin, merci d'être avec nous. Vous êtes candidat sortant à la mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval. Que diriez-vous aux citoyennes et citoyens afin de les convaincre de vous confier la mairie à nouveau de Sainte-Brigitte-de-Laval? C'est une très bonne question, je vous dirais. Tu sais, c'est une question où j'ai eu à réfléchir. Puis on l'a vu, même au niveau provincial, là, il y a beaucoup d'élus municipaux qui ont décidé de ne pas revenir. Toute la pression, entre autres des médias sociaux, a fait beaucoup réfléchir les gens. De mon côté, à moi, je vous dirais, j'ai pris la décision de revenir pour un 2e mandat. J'ai la santé. Je suis retraité, j'ai la disponibilité de le faire, mais le plus important, j'ai la passion. J'ai encore la passion de m'investir dans ce travail-là, qui n'est pas toujours facile, on va se le dire, mais je veux vraiment continuer ce que j'ai entrepris il y a 4 ans. J'avais des objectifs, les objectifs que j'avais 4 ans, entre autres au niveau du bilan financier, on a atteint notre objectif. La santé financière de Sainte-Brigitte se porte bien. Je veux poursuivre les projets. Je demande à la population vraiment de me supporter puis de voter pour nous le 7 novembre prochain pour qu'on puisse poursuivre ces beaux projets-là. Sainte-Brigitte a besoin de stabilité. Sainte-Brigitte a besoin de continuité et c'est ce que je veux offrir à la population. C'est pour ça que je reprends un 2e mandat. Puis qu'est-ce que vous comptez faire concernant la croissance démographique de Sainte-Brigitte? Au niveau de la croissance démographique, on a eu dans les dernières années un gros projet qui s'est appelé, c'est notre planification stratégique qu'on a fait à la ville. On a consulté la population. Plus de 600 citoyens ont répondu à un sondage. On a consulté tous les groupes qui travaillent à Sainte-Brigitte, ne serait-ce que les gens de l'âge d'or, les gens qui font des sports, les gens qui s'occupent de la culture de par ces comités-là. On a consulté tous ces gens-là et de là, on a tiré des actions et on a établi notre planification stratégique de développement durable 2020-2030. C'est l'application de cette planification stratégique-là, je pense, qui est importante puis qu'on veut poursuivre pour les 4 prochaines années. Puis en fait, dans ces actions-là, c'est vraiment, ça nous donne l'enlignement de qu'est-ce qu'on veut qu'il soit Sainte-Brigitte en 2030. C'est la vision qu'on a pour Sainte-Brigitte en 2030. Il y a une série d'actions très intéressantes et qu'on s'engage à réaliser.
La population de Sainte-Brigitte, on est maintenant à peu près 8 500. 2030, on a planifié pour 10 000 personnes. C'est à peu près les objectifs qu'on s'est donnés. À travers tout ça, on sait aussi qu'on va devoir travailler au niveau du réseau routier, ce qui est très, très important à Sainte-Brigitte, parce que Sainte-Brigitte est une ville enclavée. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de travailler le réseau routier pour permettre l'accès à 10 000 personnes à Sainte-Brigitte. C'est vraiment le plan qu'on a avec Horizon 2030. Puis je le répète, il a été fait en collaboration avec la population. C'est très, très important, ça. Puis quelles sont, selon vous, les principales priorités et problématiques environnementales dans votre municipalité? Puis quel est votre plan d'action, justement, pour contrer tout ça? Les priorités au niveau environnemental, puis je pense qu'on est à une bonne période présentement pour le voir, Sainte-Brigitte, c'est magnifique. Donc, ce qu'on va faire, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent à Sainte-Brigitte. Il y a beaucoup de projets récréo-touristiques qui sont sur le bord là, de se réaliser à Sainte-Brigitte. Nous, on veut prendre le temps. On veut prendre le temps de bien faire les choses. Il y a de la réglementation. On va faire respecter la réglementation, ce qui est très important tant qu'à moi. Et la réglementation en place est déjà présentement suffisante, selon moi. C'est toujours une question d'équilibre. C'est important à Sainte-Brigitte, le volet récréo-touristique, ça va amener, comme on dit, c'est de l'eau au moulin pour nos commerces. C'est de l'eau au moulin pour revitaliser notre ville qui en a besoin présentement. Fait que tous les projets récréo-touristiques sont importants, mais la préservation de l'environnement à travers ça, c'est quand même majeur et c'est présent dans l'ensemble des dossiers qu'on suit. Ça nous amène aussi à notre prochaine question. Quel rôle donnez-vous aux citoyennes et aux citoyens dans la définition justement des orientations de la municipalité? Je regarde présentement, on travaille sur un projet d'une politique, une politique de la famille, une politique amie des aînés. Et cette politique-là, on l'a fait en collaboration avec les citoyens. Donc, il y a des groupes de citoyens qui sont appelés à donner leurs commentaires. Dans les 4 dernières années, on en a eu énormément de ce type de consultation-là. Le rôle des conseillers est beaucoup, ça, d'aller sentir le pouls de la population. Puis je travaille avec une équipe de conseillers au niveau de la coalition. J'ai 3 anciens conseillers qui reviennent. J'en ai 3 nouveaux qui se greffent à l'équipe de la coalition, donc de l'énergie nouvelle. Et leur rôle à eux autres, c'est d'être très, très près de la population. Je suis très disponible, donc, de rencontrer des citoyens. Ça me fait plaisir. Je vais les rencontrer chez eux, puis je leur ai toujours dit, la porte de mon bureau, moi, elle est ouverte. Et ça me fait plaisir de rencontrer les citoyens pour connaître leurs préoccupations. Je suis un social, hein? J'ai travaillé dans le domaine social, donc les rencontres avec les gens, pour moi, c'est très nourrissant dans mon rôle de maire. Puis on a une question aussi de la part d'Action Transition. On sait que, en fait, l'atout premier de la MRC de la Jacques-Cartier, c'est le magnifique territoire de jeux récréo-touristique qu'on a à la MRC de la Jacques-Cartier. Puis pour la population, la grande préoccupation, en fait, c'est de savoir comment on va avoir un équilibre entre la conservation des milieux et aussi comment mettre en valeur ces atouts-là. Le mot important dans votre question, c'est équilibre. Ça, c'est vraiment le mot important. C'est ce qui est majeur pour moi, cet équilibre-là. Parce que oui, il faut développer, mais cette notion d'équilibre-là, dans le développement, elle est majeure pour moi. On ne peut pas arrêter le développement, puis on ne peut pas dire, là, on met tout sur pause. Non, il faut en faire du développement récréo-touristique, mais de façon intelligente. À Sainte-Brigitte, on a la chance d'avoir la rivière Montmorency. Les citoyens nous l'ont demandé d'avoir plus accès à la rivière Montmorency. On travaille présentement un projet avec un promoteur pour redonner encore plus accès à la rivière Montmorency. Donc, pour moi, ce volet-là est important et la notion d'équilibre, elle est majeure, je vous le dis. Vous avez parlé d'eau plus tôt. Voici une question de la part d'Agiro, justement. Quels sont les moyens à mettre en œuvre en priorité afin de protéger la qualité de l'eau, des cours d'eau, de la nappe phréatique, mais des lacs aussi de votre municipalité? On est chanceux à Sainte-Brigitte. On a de l'eau en quantité et on a de l'eau de très bonne qualité. Donc, de protéger ces sources d'eau-là, la réglementation actuelle nous permet de le faire, que ce soit quand les gens ont à se construire dans des bandes de protection. La réglementation est très sévère et elle est aussi respectée. Que ce soit projet de rénovation ou tout autre projet, la notion de l'eau, elle fait partie maintenant des réflexions
qu'on a avant d'émettre un permis. Ce qui est le plus beau là-dedans, c'est que la protection de nos sources d'eau, c'est plus juste un mandat qui est donné à la Ville, mais c'est un mandat que la population en entier à laquelle elle a adhéré, la population, et il nous signale très, très rapidement, je vous le dis, toutes les petites infractions qu'il peut y avoir à ce niveau-là, au niveau des cours d'eau. Monsieur Thomasin, merci d'avoir été avec nous. Accueillons maintenant Monsieur Dufresne, candidat pour la mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval. Monsieur Dufresne, vous êtes ancien conseiller municipal du district 4. Vous avez été élu lors des élections en 2013 sous la bannière de l'équipe Juanita Daniel avec 44 des voix contre Céline Jobin de Partenaires Sainte-Brigitte. Durant votre mandat, vous avez été entre autres responsable des sports, des loisirs et des aînés. Selon vous, Sainte-Brigitte-de-Laval a besoin entre autres d'une vision économique qui est axée vers l'avenir. Monsieur Dufresne, merci d'être avec nous. Vous êtes candidat à la mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval. Que diriez-vous aux citoyennes et citoyens afin de les convaincre de vous confier, en fait, la mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval? Moi, je suis un type là, qui a une vision hors pair, dans le sens que ça a toujours été depuis mon jeune âge. J'ai une vision, peu importe le domaine. Je suis proactif, puis j'aime les défis. Donc, me voilà. Je vais désenclaver également. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, c'est important de le faire. Parce que la population augmente tout le temps, puis il faut protéger nos citoyens. Avec toute l'augmentation qu'il peut y avoir, on va demander une surveillance policière plus accrue. Je pense que c'est important également. Les premiers répondants, on va tout faire pour réussir au niveau de l'efficacité des premiers répondants, que ce soit bien fait. Je vais moderniser également l'urbaniste. Parce qu'on n'est pas la seule ville qui est comme ça. C'est que l'idée, c'est qu'on va... souvent, l'urbaniste, ils mettent ça de côté. Puis les règlements, ça ne vient pas souvent. Il y a des demandes également qui ne viennent pas assez régulièrement. Bien, ça date des années 50, 60. Là, puis à un moment donné, il faut... Fait qu'on va moderniser ça. Étant donné qu'on n'a pas d'infrastructure sportive, genre arena, piscine ou autre, les gens s'inscrivent à Québec. Ça coûte 500 $ supposons, pour une inscription au hockey, bien, les gens de Sainte-Brigitte, ça coûte 1 000 $. C'est le double. Donc, la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval paye du surplus 50 %, donc 250 $. Moi, ce que j'aimerais, c'est d'arriver, que tu demeures à Québec, que tu demeures à Sainte-Brigitte-de-Laval, que ce soit égal. Il y a beaucoup de gens, puis je peux vous dire qu'à Sainte-Brigitte-de-Laval, il y a beaucoup d'animaux, puis en partie, c'est des chiens. Et puis, on n'a pas de parc à chiens. C'est pas qu'on n'aime pas ça, mais ça serait plaisant d'en avoir un. Donc, effectivement, je vais consulter les citoyens à savoir si un parc à chiens, ce serait bien efficace. Puis tant qu'en en faire un, on va en faire un beau, avec de l'ameublement, des abreuvoirs, pour que ce soit bien fait. Alors, je vais augmenter l'accès à la rivière également, parce qu'on a une belle rivière, et puis ce serait le fun d'avoir plusieurs accès. Je vais travailler pour avoir plus de sentiers également, pédestres. Que comptez-vous faire concernant la croissance démographique? Je prône bien gros sur le respect, dans le sens que ce soit la courtoisie envers les nouveaux arrivants et également les anciens, au niveau du respect. C'est d'être courtois. S'il y a une voiture qui arrive et que la rue est barrée, il faut qu'il y ait un détour, c'est d'être courtois avec les nouveaux arrivants également, puis les anciens. Ça, c'est une des choses. Ce que je vais respecter, puis je vais le respecter énormément, c'est la capacité de payer des citoyens. Dans le sens que, là, j'ai parlé de hockey tout à l'heure. Au niveau, ça va prendre un aréna. Là, actuellement, je veux m'organiser en attendant avec la Ville de Québec. Puis c'est comme si on avait une, sauf que l'aréna va être un petit peu plus loin. Forcément que ce serait plaisant d'avoir notre aréna local. Mais si on n'est pas capable de l'avoir, là, l'idée, c'est de partir le processus, de partir le fonctionnement. Puis l'aréna, si on l'a dans 4 ans, dans 5 ans, dans 2 ans ou dans 10 ans, bien, on l'aura dans ce temps-là. Fait que la capacité de payer des gens, c'est important de la respecter. Je vais également faire attention au niveau du développement résidentiel pour la circulation, parce que la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est un cul-de-sac, ça. Et puis, il n'y a pas... Fait qu'à ce moment-là, la circulation, quand tu arrives dans le village, c'est compliqué, là. Fait que c'est important de bien structurer le développement résidentiel pour que la circulation soit fluide. Quelles sont, selon vous, les principales priorités et problématiques environnementales dans votre municipalité et quel est votre plan d'action pour les mettre en œuvre ou y faire face?
C'est certain que je vais continuer l'étude qu'il y a eu avec le lac Beauport et puis Sainte-Brigitte-de-Laval pour un écocentre. Fait que je vais poursuivre cette lignée-là. On avait un comité sur l'environnement qui était le CCEDD, qui est le comité consultatif sur l'environnement du développement durable. Donc, ça, je vais le remettre. Ils l'ont mis de côté, mais sauf que ça, je vais le remettre. C'était vraiment important au niveau de notre nature. Et puis, il y a également, au niveau de la rivière Montmorency, l'érosion qu'il peut y avoir eu, là, il y a une coupe de place à laquelle ça mériterait d'être ensemencé à nouveau. Donc, ça, je vais le faire. Puis, quel rôle donneriez-vous aux citoyennes et citoyens dans la définition des orientations de la municipalité? Bien, ça va être de faciliter l'implication citoyenne là, par plus de transparence. Ça répond vraiment à ce que je veux faire. Voici une question de la part d'Action Transition. Considérant que l'atout premier de la MRC de la Jacques-Cartier, c'est d'être le terrain de jeu écotouristique pour la population de la grande région de Québec, comment allez-vous assurer l'équilibre entre la conservation des milieux naturels et mettre en valeur ces atouts? Bien, concernant ça, au niveau des activités, il va y avoir des activités, forcément des projets ou peu importe. Ça fait qu'on va fournir des grands stationnements pour les citoyens, munis également de poubelles. On va même fournir, possiblement, quand ça va être gigantesque ou ça va être plus gros, le personnel en conséquence pour la sécurité et puis également, c'est sûr, l'environnement. Je vais vous parler aussi, là, puis ces entreprises-là sont toutes à l'affût de l'environnement, puis ça les tient à cœur. Donc, je vais en nommer juste une couple, là. Il y a entreprise Panorac, tu as Amazon Nature, tu as Camping du domaine de la rivière, la pourvoirie du domaine de Genesee. Il y a des chalets, pas des chalets, mais c'est Chalet Aventure Québec. Le Golf Alpin, qui est une entreprise également. Et ne pas oublier également le centre récréo-touristique là, des Hautes-Terres. Donc, c'est ça. Monsieur Dufresne, on dispose de 30 secondes pour la question de la part d'Agiro. Quels moyens sont à mettre en œuvre en priorité afin de protéger la qualité des cours d'eau, des lacs et de la nappe de votre municipalité? Je peux vous dire qu'à Sainte-Brigitte-de-Laval, la rivière Montmorency se situe au 4e rang de la qualité de l'eau au Québec. Donc, puis il y a une couple d'endroits à lesquels les berges, la végétation est plus ou moins correcte. Donc, on va s'occuper en partant de vraiment mettre ça vraiment selon les normes. Monsieur Dufresne, merci d'être avec nous. Vous êtes candidat à la mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval. Effectivement, merci. Pour le segment Stoneham-Tewksbury, nous avons accueilli les 3 candidats à la mairie, M. Lebel, M. Couture et M. Miller, pour vous éclairer pour votre prise de décision le 7 novembre prochain. Monsieur Couture, vous avez fait des études en sciences politiques. Vous avez été conseiller politique à 27 ans. Vous êtes natif de Stoneham-Tewksbury. Suite à votre mandat comme vice-président sur le comité consultatif de l'urbanisme de la ville, vous avez été appelé pour vous présenter comme maire. Selon vous, Stoneham-Tewksbury a besoin d'impliquer les citoyens et les citoyennes dans un changement qui est inspirant et qui est structurant. Vous dites que c'est ensemble qu'il sera possible de se donner les moyens pour conserver le milieu de vie de Stoneham-Tewksbury. Monsieur Couture, merci. Vous êtes candidat à la mairie de Stoneham-Tewksbury. Que diriez-vous aux citoyennes et citoyens afin de les convaincre de vous confier la mairie de Stoneham-Tewksbury? Bien, écoutez, c'est simple. Je pense qu'on est dans un carrefour à la municipalité. On a besoin d'une planification stratégique, puis on a besoin de le faire en collaboration directe avec les citoyens. Notre plan stratégique actuel, le plan d'urbanisme, date d'une dizaine d'années. Je pense que c'est temps de le revoir avec les dernières années qu'on a pu vivre, voire la dernière décennie, qui a été plutôt, disons, mouvementée en matière d'aménagement de territoire, de nouvelles familles qui se sont implantées chez nous. Et avec toutes les nouvelles perspectives en matière de développement durable, de problèmes environnementaux et toute la réalité actuelle en 2021, je pense que c'est important de revoir ça. Puis, que comptez-vous faire concernant la question, justement, de la croissance démographique? La croissance démographique, c'est... puis j'en suis très conscient. C'est normal qu'on ait un produit d'appel extraordinaire. Notre municipalité, elle est complètement, à tout point de vue, je pense que c'est enviable pour les gens qui demeurent dans la grande région, que ce soit les paysages, l'accès au parc national de la Jacques-Cartier, la tranquillité, le secteur, l'engouement pour les jeunes familles. Ça amène une vivacité dans notre municipalité qui a peut-être pas partout... le même beau milieu de vie.
Donc, je pense que c'est simplement de prendre la roue puis de bien faire les choses. Je pense que tout simplement, actuellement, ça va un peu trop rapidement. On y perd un peu nos repères, les balises qu'on doit se donner pour conserver ce milieu de vie-là qui fait qu'on a cette popularité d'accueil-là. Puis, quelles sont, selon vous, les principales priorités et problématiques environnementales dans votre municipalité et quel est votre plan d'action pour mettre en œuvre ou y faire face? Actuellement, ça serait odieux de passer à côté du point de la qualité de l'eau. Nos voisins de la Ville de Québec prennent l'eau potable à même le lac Saint-Charles. Je pense que je n'apprendrai rien à personne là-dessus. Et c'est réellement le cœur d'un certain débat en ce qui a trait au développement rapide ce que j'appelle le centre-village ou du périmètre urbain. La gestion par bassin versant, c'est quelque chose qu'on doit mettre de l'avant aujourd'hui puis qui s'installe depuis des années. Mais on a un défi majeur. On a un projet de 210 millions qui est demandé par l'ancien maire de la... Bon, qui est toujours en élection, là, on se comprend, mais M. Labaume qui avait levé la main, a demandé une collaboration provinciale et fédérale pour venir raccorder les étangs à ciel ouvert qu'on a sur notre territoire. Prémunir le rejet en rivière que nos étangs font, qui n'aide pas non plus le lac Saint-Charles. Je dirais qu'en matière d'environnement, on a aussi le souci de conserver les milieux boisés, conserver notre forêt, c'est la faune, c'est notre biodiversité, puis c'est la richesse de nos paysages. Donc, il faut développer, puis il faut bien le faire, puis on est capable de le faire, mais il faut se restructurer sur nos grands enjeux environnementaux, la qualité de l'eau, nos forêts. Je pense que, tu sais, on est réellement dans un milieu de vie où ce sont les enjeux majeurs environnementaux. Bon, le transport, c'est sûr qu'on est loin, mais... disons que l'eau, c'est la place majeure. Puis, quel rôle donneriez-vous aux citoyennes et citoyens dans la définition des orientations de la municipalité? C'est essentiel de concevoir qu'on est là au service des citoyens. Puis pour être au service des citoyens, on peut avoir le plus beau plan de match au monde, on peut avoir la plus belle plateforme électorale, mais si ça se fait dans c'est-à-dire en collégialité, mais ne serait-ce qu'avec une équipe politique, sans jamais commander de participation citoyenne à l'élaboration de ces grands plans-là, je trouve qu'on passe tout simplement à côté des choses essentielles. Un mandat politique, c'est une délégation de pouvoir que les citoyens nous donnent pour donner une direction à notre municipalité. Alors, si on la fait en vase clos, si on veut, simplement avec l'administration, ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, toute la loi, là, les fondements, ils sont là. Puis je pense qu'on a des avancées aussi à faire en ce qui a trait à ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de s'en tenir simplement aux différentes lignes données essentielles par la loi. On peut aller un petit peu plus loin, faire un travail en amont avant de déposer nos projets de règlement. Donc, vraiment impliquer les citoyens dans le processus. Puis c'est pas... il ne faut pas voir non plus, en ce sens-là, des gens qui seraient portés à ne pas prendre des décisions. C'est pas ça, là. Mais il reste qu'une décision bien éclairée, ça doit se faire avec un certain consensus. Puis le consensus, on peut juste aller le chercher en parlant davantage avec nos citoyens. On a une question de la part d'Action Transition qui dit que, considérant que l'atout premier de la MRC de la Jacques-Cartier, c'est d'être le terrain de jeu écotouristique pour la population de la grande région de Québec, comment allez-vous assurer l'équilibre entre la conservation des milieux et la mise en valeur de cet atout-là? Bien, fondamentalement, les cantons unis de Stoneham, Tewksbury et fut une époque Saint-Adolphe, c'est historiquement un endroit qui n'était clairement pas dans un périmètre urbain qui est comparable avec la Ville de Québec. À l'intérieur de la MRC de la Jacques-Cartier, on fait partie du croissant vert de la capitale nationale. On est à 2 pas de la grande ville, mais on s'est toujours développé autrement. Donc, on est nécessairement le croissant vert, le milieu écotouristique, on peut le dire, on peut aisément aujourd'hui parler d'écotourisme. Mais à l'époque, c'était une destinée, avec l'arrivée de la station touristique, le club de golf, on était récréotouristique. En 2021, on peut facilement parler d'écotourisme. Donc, c'est clair que on se doit de conserver et de ramener cette ligne-là. C'est pas un retour en arrière, c'est de se rediriger vers ce qu'on est essentiellement. On peut pas devenir une ville en soi puis accueillir 30 000. Nous sommes une municipalité, un croissant vert, puis les gens y viennent pour ça. Sinon, aisément, on prend pas la même sortie sur l'autoroute si on veut. Donc, on sortirait à Saint-Émile ou ailleurs. Quand on va jusqu'aux Cantons unis de Stoneham et Tewksbury, c'est pour nécessairement rentrer dans ce croissant vert-là. Puis vous en avez parlé un petit peu plus tôt, mais on a une question de la part d'Agiro concernant la qualité de l'eau. Quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre en priorité afin de protéger la qualité de l'eau, des cours d'eau, des lacs, de la nappe de votre municipalité?
Question complexe. Réponse, je dirais à la volée que si on avait la solution, ce serait comme trop facile ou déjà fait. Hein? Ça fait qu'il va falloir collaborer avec l'ensemble des acteurs du milieu pour aller faire des interventions, je dirais, sur multiples facettes. C'est-à-dire qu'on a un enjeu au niveau des installations septiques autonomes. L'installation septique autonome, c'est pas créé pour faire du développement immobilier, c'est pour aller raccorder à un système indépendant, une maison qui est plutôt isolée. Ensuite, bien, on a un réseau d'égouts aussi qui est disponible puis qui se doit d'être fait à l'intérieur du périmètre urbain, qui recueille nos bouts, mais là où on a peut-être une sortie éventuellement de raccord pour un traitement à une usine réelle au lieu d'avoir un bassin. Alors, ensuite, bien, il y a une question d'érosion, il y a les questions de développement dans les flancs de montagne. Il y a un paquet de trucs qu'on peut faire, puis il faut tous les faire ensemble dans la même vision globale de la protection de l'eau et de nos forêts. Essentiellement, je pense pas qu'il y ait une réponse spécifique, mais il faut vraiment s'y attarder aux différentes possibilités, puis aller toucher à tout ce contexte-là de préservation de l'eau potable. Monsieur Couture, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes candidat à la mairie de Stoneham-Tewksbury. Merci énormément pour l'invitation, ça me fait plaisir. Monsieur Miller, vous êtes résident des Cantons Unis depuis 1977. Vous avez fait des études en récréologie. Vous avez un CV politique assez bien rempli, notamment en ayant été adjoint parlementaire du bureau de circonscription, directeur de cabinet adjoint et attaché politique de l'Assemblée nationale. Également, vous avez été maire de Stoneham-Tewksbury de 2009 à 2017. Au-delà de vos expériences professionnelles, vous êtes impliqué dans votre communauté. Vous êtes membre du comité de l'habitation des aînés, cofondateur et président de la corporation MDG Latome, membre et président de la Commission des loisirs aussi des Cantons Unis. Monsieur Miller, merci d'être avec nous. Vous êtes candidat à la mairie de Stoneham-Tewksbury. Que diriez-vous aux citoyennes et citoyens afin de les convaincre de vous confier la mairie à nouveau de Stoneham-Tewksbury? Je suis un maire indépendant, c'est-à-dire que je n'ai pas de parti politique, donc je n'ai pas d'attache d'équipe. Donc je suis là pour rassembler et non faire en sorte que les gens se divisent. L'équipe que j'aurai sera celle que les citoyens vont me donner. Je vais travailler avec les gens que les gens vont choisir dans leur district pour être capable de défendre leur intérêt de district et en même temps, sans oublier l'intérêt de l'ensemble de la communauté. Alors, j'ai le goût de retrouver une communauté qui est dynamique et mon leitmotiv, je vous dirais, transparence et implication citoyenne dans différents dossiers. Puis, que comptez-vous faire concernant la question de la croissance démographique? Bien, écoutez, j'ai regardé quelques statistiques avant de m'en venir. La population, selon les décrets du MEMRO, a monté de 1300 citoyens ou individus en 4 ans. Ce qui respecte la moyenne, si on regarde les tendances depuis 25 ans, c'est tout près de 2,5 à 3 % par année. Il faut savoir que Stoneham, c'est un endroit qui est en forte demande. Et d'ailleurs, si vous regardez les budgets et les droits de mutation, vous allez voir qu'ils explosent parce qu'il y en a beaucoup qui vendent, il y en a beaucoup qui arrivent, il y en a beaucoup qui s'installent. Alors, oui, ça crée une pression, mais au moment où on se parle, on a peut-être une petite difficulté qui se présente à nous. L'usine de traitement des eaux fuit. Alors, on va devoir un petit peu ralentir la cadence, peut-être pendant 1 an et demi, 2 ans, le temps que les professionnels nous suggèrent un remède, qu'on le mette en application, et après ça, apparemment, on pourra demander une autorisation pour être capable de brancher d'autres résidences. Mais vous savez que le RCI nous oblige maintenant à construire sur des rues qui sont desservies. Et ce que nous avons en réserve, c'est ce qui a été mentionné au dernier conseil municipal. On a à peu près 400 habitations qui peuvent être soit qui sont branchées, soit qui n'ont pas trouvé preneur, ou c'est des gens qui sont déjà sur le réseau qui ne se sont pas branchés encore. Donc, on a une petite réserve. Mais il ne faut pas perdre de vue que Stoneham est quand même un milieu naturel. Les gens viennent là parce que dès que tu lèves la tête, ce que tu vois, c'est la forêt partout autour de toi. Puis, quelles sont, selon vous, les principales priorités et problématiques environnementales dans votre municipalité et quel est votre plan d'action pour les mettre en œuvre et y faire face? Bien, je t'ai souligné tout à l'heure que notre usine de traitement, elle fuit actuellement. Et vous avez peut-être vu passer sur Facebook comme de quoi qu'il y a eu des déversements dans la rivière Huron. Personnellement, je trouve ça déplorable parce que même si on aurait, je dis aurait parce que c'est difficile à vérifier pour moi, obtenu un certificat d'autorisation du ministère, je pense qu'avant de faire un déversement dans un
à la Rivière-Huron, qui est un lieu très fréquenté par ceux qui font du kayak et du board, on aurait dû réfléchir à une autre solution. Je pense qu'il y a eu un manque de jugement quelque part. On ne déverse pas dans le fleuve Saint-Laurent comme les grandes villes. On déverse dans une petite rivière qui vit déjà des problématiques. Alors, je pense que de ce côté-là, il va y avoir un suivi très serré. Il va y avoir des questions à poser. Et je pense que ce sont les premières questions que je vais poser parce que ça hypothèque notre développement. Et autre chose qu'on peut faire, que je suggère au niveau environnemental, c'est de mettre en place, vous savez, beaucoup de territoires est immense, Tonem. Il y a des gens qui ne seront jamais branchés, en tout cas de mon vivant, sur le réseau. Donc, il va falloir, puis les gens vont devoir modifier ou changer leur installation septique. Quand il y a un certain âge, bien, on change des morceaux sur nous autres, mais même chose pour eux autres. Je veux qu'on mette en place un programme d'aide financière pour aider ces gens-là. Mais pas à leur nom, mais axé sur la propriété. Donc, c'est-à-dire un peu comme quand on municipalise un chemin, c'est sur 20 ans. Si la personne vend, bien, c'est le nouveau propriétaire qui va assumer le suivi. Alors, je pense qu'il y a une démarche intéressante à faire de ce côté-là. Puis, quel rôle donneriez-vous aux citoyennes et aux citoyens dans la définition des orientations de la municipalité? Alors, on a des outils urbanistiques qui sont en place pour être capable de présenter, expliquer, écouter et décider. Hein? Donc, il va falloir mettre les citoyens dans le bain, peu importe les choses, mais on ne fera jamais l'unanimité à 100 %. Donc, à partir de là, je pense qu'il va falloir... Moi, on trouvait des gens avec qui je travaillais à l'époque, et quand on était en assemblée publique, je donnais trop de détails. Mais il n'y en a jamais assez. Évidemment, plus tu en donnes, plus tu suscites des questions. Bon, j'ai pas de problème avec ça. On a d'ailleurs une question de la part d'Action Transition, considérant que l'atout premier de la MRC de la Jacques-Cartier est d'être le terrain de jeu écotouristique pour la population de la grande région de Québec. Comment allez-vous assurer l'équilibre entre la conservation des milieux naturels et la valeur de ces atouts? Je pense que peu importe que ce soit un parc municipal ou un parc régional, on pense au Mont-Wright, le parc de la Jacques-Cartier, il agisse comme ça, au Marais du Nord, on va devoir regarder pour contrôler l'accès, peut-être avoir une tarification dans certains endroits, assurer des surveillances un peu plus étroites dans nos parcs municipaux, surtout quand ils sont aux abords des rivières, je pense au parc des Fondateurs. Mais en même temps, je me dis, il va falloir se trouver un créneau local d'activité chez nous. Moi, je regarde les gens, on reçoit beaucoup de compétitions de vélo, des gens qui viennent s'entraîner. Ils stationnent un peu partout, puis ils occupent des places dans les commerces, puis c'est bien correct. Mais on a du vélo de randonnée aussi. Si vous regardez le chemin de Tewksbury et la Grandine, c'est très fréquenté. Je pense qu'on se doit de développer ça, de mettre des structures d'accueil, des stationnements incitatifs, que les gens viennent, ils stationnent et qu'ils découvrent les Cantons-Unis, puis la belle nature qu'il y a chez nous. Prévoir des endroits où ils vont pouvoir s'arrêter et déposer leurs déchets. On a aussi une question de la part d'Agiro. Quels moyens sont à mettre en œuvre en priorité afin de protéger la qualité de l'eau, des cours d'eau, des lacs et de la nappe de votre municipalité? Bien, je t'ai parlé de l'usine de traitement tout à l'heure. Je pense que ça va rester une priorité. Ça a toujours été surveillé de très près. On a eu des bons rapports, mais là, il semblerait que le ministère de l'Environnement nous a arrêtés. Je vous dis, il semblerait, parce que je ne peux pas aller aux sources. Hein. Lorsque je serai à l'intérieur, c'est le premier endroit que je vais aller visiter pour être assuré. Alors, oui, il y a peut-être eu de la négligence lorsqu'on a fait un déversement, mais il faut trouver une solution. Il faut la trouver rapidement. Oui, il va y avoir des coûts à payer là-dessus. Est-ce que c'est des coûts supplémentaires? Est-ce que ça va nous obliger à aller nous brancher sur la Ville de Québec? Ne serait-ce que temporairement, si on doit vider un bassin de rétention. J'ose espérer qu'on ne le fera pas encore une fois dans la Huron, mais il y a des camions-citernes qui peuvent nous servir de ce côté-là. Alors, pour les citoyens, je pense que c'est important. Le respect de l'environnement, ça passe par là. Peut-être aussi une réglementation un peu plus élaborée, un suivi un peu plus serré aussi. C'est difficile d'avoir des gens qui travaillent la fin de semaine pour aller faire des vérifications sur le terrain. Donc, je pense qu'on devrait le faire. Est-ce qu'on devrait revenir, on entend une qui dit, revenons à une seule offre en habitation de terrain de 30 000 pieds carrés ou 35 000? Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Si c'était d'actualité à l'époque, il n'y avait pas de réseau d'égout. Tout le monde, c'était sur du grand terrain et c'était à la norme. Ça a été 10 000 pieds. Après ça, ça a été 30 000. Et je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière de ce côté-là. Alors, c'était d'une autre époque. Alors, quelque part, il faut rester ouvert. Il faut garder une offre intéressante. Mais on peut, par certains règlements, ralentir un petit peu la cadence.
De toute façon, on n'aura pas le choix de le faire au cours des 2 prochaines années. Merci beaucoup, M. Miller, d'être avec nous. Vous êtes candidat à la mairie de Stoneham-Tewksbury. C'était très gentil à vous de me recevoir. Merci beaucoup. Monsieur Lebel, depuis 8 ans, vous êtes engagé politiquement. Vous avez déjà fait 4 années comme conseiller dans l'opposition, 4 années en fonction de maire, incluant 2 années à titre de préfet de la MRC de la Jacques-Cartier. Vous ne voulez pas laisser vos projets en plan. Vos dossiers sur le transport collectif, l'amélioration des infrastructures municipales, comme l'usine de traitement d'eau, font partie des projets que vous voulez poursuivre. Vous êtes candidat sortant à la mairie de Stoneham-Tewksbury. Monsieur Lebel, merci d'être avec nous. Bien, je vous en prie, vos renseignements sont irréprochables. Merci. Que diriez-vous aux citoyennes et citoyens afin de les convaincre de vous confier à nouveau la mairie de Stoneham-Tewksbury? Bien, en grande partie, votre introduction en est le justificatif. Je pense que des projets aussi importants que ça à Stoneham, il n'y en a pas eu beaucoup dans le passé. On n'a pas parlé encore du pôle d'emploi. Je pense que le pôle d'emploi, là, c'est ce qui me motive le plus à poursuivre mon aventure, puisque mon enjeu, c'est de diversifier l'économie de Stoneham. Il n'y a pas que le résidentiel qui font vivre une ville. Hein. Ça prend un bon mix, je dis toujours ça à ma gang, là, ça prend un bon mix de toutes sortes d'activités. Puis le pôle économique d'emploi, là, c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'autant plus ça va être un pôle à vocation environnementale. Puis, que comptez-vous faire concernant la question de la croissance démographique? Bon. La croissance démographique, c'est une chose que toutes les villes ont affrontée. Hein? Ça nécessite un encadrement inouï. Moi, je fais beaucoup confiance à l'urbanisme participatif pour tous nos projets. Alors, je pense que le projet du Golfe est un bon exemple. On veut faire en sorte que les citoyens participent vraiment à ce projet-là et l'évaluent à son juste titre. L'information, c'est primordial lorsqu'on veut faire en sorte que les habitants soient heureux dans une municipalité. Et pour moi, l'enjeu démographique, c'est d'intégrer tous et chacun, toutes et chacune, dans une belle planification qu'on pourrait faire ensemble dans de l'urbanisme participatif. Je pense que c'est la clé. Puis, quelles sont, selon vous, les principales priorités et problématiques environnementales dans votre municipalité? Quel est votre plan d'action pour les mettre en œuvre ou y faire face? Bon. On a parlé du pôle d'emploi. Pôle d'emploi, là, il y en a qui vont parler de parc industriel. Là, tout le monde va s'imaginer des industries lourdes, des usines de pneus. C'est absolument pas le cas. Ce qu'on veut faire, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent évoluer dans un milieu où on a une productivité et où on se soucie de l'environnement. Si on est capable d'arrimer ces valeurs-là, je pense que la population va nous suivre. Parce que lorsqu'on a des enjeux environnementaux, il faut être capable d'aller chercher la population et de l'enrôler dans cette vision-là. Et en ayant des projets comme le pôle d'emploi, moi, je suis convaincu que l'ensemble du Québec va avoir le spotlight, comme on dit en anglais, tourné vers nous. Parce que ça va être une première au Québec. Ça va être un endroit où les entreprises vont avoir des devoirs environnementaux à accomplir et où il va y avoir des zones de protection à l'intérieur du domaine et les milieux humides seront revalorisés à l'intérieur de cet endroit-là. Alors, c'est de l'inédit. Alors, je pense que c'est de rendre concret des missions environnementales dans le day-to-day pour les citoyens, parce que c'est les citoyens qui ont la clé des enjeux environnementaux au bout de la ligne. Justement, parlant de citoyens, quel rôle donneriez-vous aux citoyennes et citoyens dans la définition des orientations de la municipalité? Par le budget participatif. On a un exemple extraordinaire qui est présentement le parc des Coprins. Et les citoyens se sont impliqués dans la création de ce parc-là. Budgétairement, la Ville a participé, mais les citoyens aussi. Et je pense que c'est la voie de l'avenir. Je pense qu'une ville, ça appartient à ses citoyens. Ça appartient pas à une administration. C'est pas quelque chose de synthétique, une ville. C'est quelque chose d'organique. C'est quelque chose qu'on doit partager. C'est un contrat qu'on a ensemble. Hein? On passe un contrat social de sorte à mieux organiser nos vies respectives. Alors, une ville ne doit pas être restrictive. La ville doit permettre des réalisations, puis des réalisations citoyennes. On a une question de la part de Action Transition, considérant que l'atout premier de la MRC de la Jacques-Cartier, c'est le terrain de jeu éco-touristique pour la population de la grande région de Québec. Comment allez-vous assurer l'équilibre entre la conservation des milieux naturels et mettre en valeur ces atouts? Ça peut être un défi, mais ça peut être un tremplin aussi. Puisque notre municipalité est axée vraiment sur l'aspect nature, prenons l'exemple du Mont-Wright. Bien, le Mont-Wright, il est ce qu'il est parce qu'on a protégé l'environnement, parce qu'on a
accentuer la plus-value environnementale de ce merveilleux écosystème. Alors, c'est pour ça que les gens sont intéressés à y venir. D'un point de vue éco-touristique, on ne peut être gagnant qu'en favorisant la protection des milieux. Parce qu'au bout de la ligne, là, ça va être notre principale valeur. Hein? Des lieux très civilisés, comme le Musée de la civilisation, c'est des attraits touristiques. Mais nous, notre principal attrait touristique, c'est de conserver le milieu et ses atouts. Alors, ça fait partie du défi d'attirer du tourisme tout en protégeant notre environnement. On a une question de la part aussi d'Agiro. Quels moyens sont à mettre en œuvre en priorité afin de protéger la qualité de l'eau, des cours d'eau, des lacs, de la nappe de votre municipalité? Bon. Écoutez, on est en étude constante au niveau de la nappe phréatique. C'est une préoccupation pour nos citoyens. Les citoyens qui voient des projets de développement. Puis, soit dit en passant, les projets de développement, il n'y a pas de nouvelles rues qui se sont ouvertes à Stoneham depuis 5 ans. Alors, depuis que nous sommes là, depuis que nous sommes en poste, là, il n'y a pas de nouveaux développements, il n'y a pas de nouveaux complexes. Alors, on est très à l'affût des problèmes qui peuvent toucher la qualité de l'eau. À preuve, on a collaboré dans la solution du RCI avec la communauté métropolitaine de Québec, alors que nous n'avions aucun dialogue possible avant notre arrivée en poste. Dès notre arrivée en poste, on s'est assis à une même table, on a trouvé des solutions, on a instauré des règlements qui sont applicables par nos fonctionnaires municipaux, ce qui n'était pas le cas avant. Moi, je pense que le politique, présentement, est plus conscient qu'il ne l'a jamais été sur le développement d'outils concrets et applicables pour la protection de nos eaux. Et on en a fait la preuve avec le RCI, le dernier RCI. Monsieur Lebel, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes candidat sortant à la mairie de Stoneham, Tewksbury. Bien, c'est moi qui vous remercie. Pour le segment Lac-Beauport, nous avons invité les 4 candidats, Mme Bergeron, M. Brochu, M. Laroche et M. Gilbert. C'est M. Gilbert qui répondra à vos questions pour éclairer votre décision pour le 7 novembre prochain. Monsieur Gilbert, vous avez œuvré pendant plus de 30 ans en santé publique, particulièrement dans le domaine de la prévention des maladies chroniques et la promotion des saines habitudes de vie. Vous êtes d'ailleurs de retour. Depuis 2013, vous êtes conseiller municipal, responsable du développement économique et touristique, des infrastructures sportives et culturelles, ainsi que des ressources humaines. Vous êtes un homme qui n'a pas peur de l'effort. Vous aimez relever des défis tant au niveau professionnel que personnel. C'est cette énergie-là que vous voulez proposer au Lac-Beauport et aux citoyens pour une municipalité en santé. Monsieur Gilbert, merci d'être avec nous. Vous êtes le candidat à la mairie à Lac-Beauport. Que diriez-vous aux citoyennes et citoyens afin de les convaincre de vous confier la mairie du Lac-Beauport? D'abord, merci beaucoup, Marie-Frédérique, pour la tribune que vous m'offrez aujourd'hui pour m'adresser aux citoyens de Lac-Beauport. Je suis en politique municipale depuis maintenant 8 ans, comme conseiller municipal de la municipalité de Lac-Beauport. Je désire renouveler pour un 3e mandat, mais cette fois-ci au poste de la mairie, pour les mêmes objectifs qu'il y a 8 ans, pour servir. D'abord parce que je suis un passionné de ma municipalité, de Lac-Beauport, et aussi que je possède les outils pour servir la population. Que comptez-vous faire concernant la question de la croissance démographique? Au niveau de la croissance démographique, c'est une bonne question. C'est un aspect important en gestion municipale, la croissance démographique, surtout dans une MRC comme celle de la Jacques-Cartier. J'ai vérifié un petit peu les statistiques ce matin. La MRC, là, la population de la MRC se situe entre 20 et 64 ans, qui détermine une population la plus jeune parmi les MRC de la région. Okay. Et une progression là, fulgurante au niveau démographique dans la MRC de la Jacques-Cartier. Toutefois, la municipalité de Lac-Beauport n'a pas suivi cette tendance. J'ai regardé les statistiques ce matin de 2016. En 2016, 7 800 habitants. Puis aujourd'hui, en 2021, on est toujours sous les 8 000 habitants. Donc, lorsqu'on parle de contrôle de croissance, je pense que le mot-clé, c'est l'équilibre. Il faut se poser des questions. Par exemple, quand on veut l'équilibre au niveau de la croissance, il faut se poser des questions. C'est, exemple, là, est-ce qu'on a les capacités en termes pour recevoir toutes ces infrastructures-là? Okay? Comment on peut préserver notre milieu de vie puis la qualité de vie des citoyens de Lac-Beauport? Comment assurer une croissance avantageuse pour la municipalité et la population qui y vit également. Puis il faut penser à nos employés municipaux. Est-ce que nos employés municipaux ont la capacité aussi, le temps
de travailler sur tous ces projets-là en croissance, des projets de développement, sans négliger les autres aspects de la municipalité. C'est important, il faut y penser. Ça, c'est toutes des questions importantes à lesquelles il faut réfléchir avant de travailler sur un plan stratégique en développement, un plan stratégique de développement pour la municipalité de Lac-Beauport. Puis, quelles sont, selon vous, les principales priorités et problématiques environnementales dans votre municipalité? C'est quoi votre plan d'action, justement, pour y faire face? Bien, ce qu'il faut comprendre, l'aspect environnemental, c'est un enjeu pas juste pour la Lac-Beauport. C'est un enjeu là, pour la planète. Hein? Je ne peux pas renier mes origines. Moi, je suis issu de la santé publique, mais j'aurais tendance à dire que c'est un enjeu de santé, l'environnement. À Lac-Beauport, bien, la priorité numéro 1, c'est ce qui est vraiment là, sur laquelle il faut travailler en priorité, c'est la qualité de l'eau. Lac-Beauport possède 14 lacs. On n'a pas juste le lac Beauport, mais on a 14 lacs à surveiller. Et entre autres, aussi la rivière Jaune, qui est tributaire de la source d'eau de la Ville de Québec, de la réserve d'eau potable de la Ville de Québec. Donc, il faut porter attention à ça. On travaille au respect du RCI, du règlement de contrôle intérimaire qui a été voté dans les dernières années. C'est un règlement qui est très contraignant. C'est le plus contraignant au Québec. Puis on l'applique très bien comme municipalité. Et puis, tout ça, tout en poursuivant nos efforts pour limiter la dégradation des berges. Puis, quel rôle donneriez-vous aux citoyens et citoyennes par rapport à la définition des orientations de la municipalité? On ne peut pas parler d'une municipalité en santé sans négliger l'aspect communication, sans miser sur les communications puis la place des citoyens. Pour moi, là, ça va de soi. Au niveau municipal, il y a des mécanismes pour des consultations publiques, des consultations écrites. Puis moi, je fais beaucoup confiance à ces mécanismes-là qui existent au niveau de la municipalité. Fait que je vais les utiliser. Mais il reste que moi, Guy Gilbert, personnellement, je suis une personne qui aime le monde, puis qui connaît sa population. Moi, je suis bien au fait des gens qui habitent au lac Beauport et je vais à leur rencontre. Je suis une personne qui vit au lac Beauport puis qui profite du lac Beauport. Donc, je suis très accessible. Puis, ma culture de santé publique aussi m'a amené à être pédagogue, puis à être à l'écoute des gens, puis de bien expliquer les différents dossiers, puis les différents enjeux de santé publique. Souvent tendance à dire aux gens, il y a des défis dans la vie. Hein? Un défi, c'est ce qui est nouveau, ce qu'on désire réélever, puis on va essayer de le faire avec brio. C'est ce que je vais faire à la municipalité de Lac-Beauport. Puis aussi, il y a des enjeux. Puis les enjeux, c'est ce qu'on a en main, c'est ce qui existe, mais qu'on risque de perdre. Donc, on va travailler fort pour donner la place aux citoyens, puis soyez sans crainte que la communication puis la place aux citoyens a une grande importance pour une municipalité en santé. On a une question de la part d'Action Transition, considérant que l'atout premier de la MRC de la Jacques-Cartier, c'est d'être le grand terrain de jeu récréo-touristique pour la population de la grande région de Québec. Comment allez-vous assurer l'équilibre entre la conservation des milieux naturels et de mettre en valeur justement ces belles atouts? C'est une bonne question parce que, tu sais, la MRC, c'est une MRC, la MRC de la Jacques-Cartier, c'est une MRC attractive. Comme le lac Beauport, on est aussi autant attrayant. Dans mes petites recherches ce matin, je voyais que, quand même, on a un territoire, le lac Beauport, de 62 km², en majorité boisé. Ça veut dire qu'on a quand même de la place, là. Il y a encore beaucoup de place pour le récréo-touristique, là, au niveau de la municipalité. Mais déjà, on compte des centaines de kilomètres pour le ski de fond, le vélo de montagne, la randonnée pédestre. Okay? On a fait l'acquisition aussi de l'espace vert pour des parcs. On a quand même un succès avec les Sentiers du Moulin, qui est aussi une valeur attractive, mais aussi une source de développement économique maintenant. Puis, selon les statistiques de fréquentation des Sentiers du Moulin, c'est vrai que ces centaines de kilomètres-là de sentiers sont utilisés par notre population, mais aussi attirent beaucoup d'autres personnes venant de l'extérieur, nos voisins de Québec, nos amis du Québec, puis aussi de l'international. Mais je pense que pour protéger l'environnement, il faut d'abord l'aimer. Donc, je suis bien à l'aise avec cette affirmation. Mais je pense que, toujours par rapport à votre question, il est possible de partager là, toute cette infrastructure-là, cet espace vert-là qui nous est disponible à Lac-Beauport avec de la visite. On est possible de faire ça tout dans l'harmonie, sans compromettre la pérennité du milieu.
On a une question aussi de la part d'Agiro. Je sais que vous en avez discuté par rapport à la qualité de l'eau, mais quels moyens sont à mettre en œuvre en priorité afin de protéger la qualité de l'eau des cours d'eau, des lacs et de la nappe de votre municipalité? Bien, finalement, je ne veux pas m'imposer comme un spécialiste de l'environnement, mais j'ai lu, là, avant l'entrevue, là, un peu le travail que font ces organismes-là pour la protection de l'environnement. Puis, je suis tout à fait d'accord. J'appuie là, les recommandations et les priorités environnementales de ces organismes-là. À la lecture de ces recommandations-là, des différents organismes, je suis venu à la réflexion que le lac Beauport, on en fait déjà beaucoup. Hein? Au cours des 8 dernières années, en tant que conseiller municipal, j'ai participé aux décisions pour l'aménagement des bassins de sédimentation. Ça, c'est des gros budgets. C'est à peu près tout près de demi-million par bassin de sédimentation. Dans les 4 dernières années, on en a réalisé 3 pour le lac Beauport. Puis, considérant que c'est une bonne mesure pour la protection de nos lacs et de nos cours d'eau, il y en a d'autres qui sont à venir en ce moment, qui sont déjà planifiés dans nos plans puis on a des budgets associés à ces trucs-là. Donc, à la question de l'organisme Agiro, c'est important. Puis déjà, j'ai mon plan de match, puis on sait où on s'en va avec la protection des cours d'eau. Je vous dirais que c'est une priorité pour une municipalité en santé. Monsieur Gilbert, merci d'avoir été avec nous. On apprécie énormément. Merci beaucoup. Lors des élections municipales du 7 novembre prochain, les citoyennes et citoyens de l'ensemble des municipalités seront invités à élire une mairesse ou un maire, ainsi que des conseillères et des conseillers qui veilleront à l'administration de leur municipalité. Saisissez l'occasion et votez pour la personne qui répond au mieux à vos besoins et à votre vision pour votre municipalité. Faites votre choix, c'est votre droit. Voici quelques informations qui sont importantes à savoir. Le 17 octobre dernier était la première journée pour faire le vote par correspondance. Autrement, le jour du scrutin est le 7 novembre prochain de 9h30 à 20h. Et si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur électionsmunicipales.gouv.qc.ca/je m'informe.